15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée écrivaine qui évolue entre la plume, la peinture et son métier d'auteur de théâtre avec 8 ouvrages publiés dont les derniers succès, Une nuit à Carthage inspiré de l'histoire de sa mère et Le petit étranger. Annick Pérez vient nous voir aujourd'hui pour nous faire découvrir son livre Comment j'ai échappé au malheur sorti aux éditions Ramsay. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Le groupe Aube, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Annick Pérez. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On va découvrir bien sûr votre actualité autour de ce livre que d'ores et déjà, je tiens à vous dire, j'ai trouvé bouleversant. On va en parler dans un instant, qui s'intitule Comment j'ai échappé au malheur. Mais d'abord, dans cette émission, on aime découvrir qui vous êtes aussi, au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Inquiète, joyeuse, maladroite. Et maladroite. On va voir si ça colle avec vous tout du long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Annick Pérez, vous êtes née un 29 septembre à Tunis, si mes informations sont bonnes. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et surtout dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance plutôt en morceaux, avec une famille compliquée, puisque j'ai eu une sœur qui avait un problème très sévère quand elle était petite. Donc j'ai grandi un petit peu avec ma tante quand mes parents étaient en France. Et je suis arrivée tardivement en France. Vous en parlez dans ce livre-là. Vous dites 3 phrases qui m'ont marquée. Une enfance pas hyper marquante, une sorte de caoutchouc. Vous dites que vous étiez quand même assez contente dans la vie, mais ça ne se voyait pas parce que vous riez peu. Et vous dites, je déteste l'enfance, personne n'est plus seul qu'un enfant. Ah ouais, je déteste l'enfance. Les enfants sont toujours seuls, enfin... Je sais pas, peut-être d'autres ont aimé leur enfance. Il y a souvent des gens qui ont aimé leur enfance. Moi, c'est pas le cas. Et malheureusement, l'enfance, c'est quand même le socle d'une existence. C'est la racine d'un arbre, c'est la racine d'une vie. Et une enfance qui commence mal, ça présage de difficultés, c'est sûr. Maintenant, c'est à l'adulte de se surprendre, de surprendre les autres et surtout de se construire. Petite, vous venez de le dire, vous connaissez l'exil. Vous arrivez à Paris en France quand votre sœur a, je crois, à peu près 7 ans. Quel souvenir vous gardez de cette arrivée ? De voir ma mère avec des bottes, des petites bottines. Quand je suis arrivée de l'aéroport, j'avais je sais pas quel âge. J'étais vraiment toute petite. J'ai qu'une image, c'est cette image-là, des petites bottines et du froid. Il faisait très froid. Et j'habitais Montrouge. C'est très froid. Ouais. J'habitais Montrouge. Et on était évidemment comme tout le monde, très pauvres. Et non, j'ai pas de moment joyeux. Non, pas du tout, de cette époque. La neige, une fois. Oui. Parce que la neige, on ne connaît pas en Tunisie. Ouais. Vous arrivez donc à Paris. Vos parents font quoi ? Alors, en Tunisie, mes parents avaient une entreprise de mode. Mais quand ils sont partis très brusquement. En plus, ils sont partis avec ma sœur, qui était à l'hôpital Saint-Louis. Donc, ils se sont retrouvés un magasinier, mon père, et ma mère était coupeuse, à Puteaux, à côté de Montrouge. Donc, ils partaient les 2 à 6h du matin. Vous allez pas vous inspirer d'eux, pour le coup. Vous avez peut-être envie d'évasion, je sais pas, vous allez nous le dire. Mais en tout cas, vous allez faire les beaux-arts. Ouais. Déjà, quand j'étais enfant et adolescente, j'étais quelqu'un d'assez menteur. C'est-à-dire que je me disais toujours, il y a un bonheur d'avance de mentir. Du coup, les gens me croyaient et j'y croyais aussi. Je me suis dit, c'est peut-être... j'aimais bien raconter des histoires et la plupart du temps, j'y croyais à la fin. Et en plus, attention, c'était pas Cosette, mon enfance. C'était grâce à ma sœur, j'ai quand même été aimée, quoi. Mais disons que je trouvais la vie, je disais toujours l'année prochaine, ce sera bien, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous me demandiez? Je vous disais que vous avez cette envie d'évasion peut-être dans votre tête et en fait je l'entends tout à fait parce que vous me dites que le mensonge était une sorte d'échappatoire et d'une vie peut-être meilleure, d'un avenir. J'adorais mentir. Enfin, je me rendais pas compte, mais j'aimais mentir et je mentais à tout le monde mais je me suis mise à aussi imaginer aller dans l'art. Bon, j'ai choisi, de toute façon, j'ai commencé un petit peu de droit, j'ai vu que c'était pas du tout pour moi. Et je suis partie au bout de 6 mois, j'étais à Assas, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc j'avais le temps. Après, j'ai fait les Beaux-Arts. Vous avez fait les Beaux-Arts et vous vous intéressez au cinéma. Oui. Pas du tout étonnant, pour le coup. Ouais. Vous allez travailler avec Olivier Froux, qui est le monteur attitré de Raymond Depardon. Qui était, parce qu'il est décédé, Olivier, et qui travaillait avec Raymond Depardon, qui est encore en vie d'ailleurs, et qui adorait Olivier. Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Lui, il était monteur, moi j'étais assistante. J'ai réussi à être inscrite au CNC grâce à lui. Et il m'a fait faire un stage à Gennevilliers. Il fallait, c'était comme à l'usine, il fallait, je sais pas comment on appelle ça là, avec une carte. Bref, c'était pas marrant, ça a duré 6 mois, mais j'ai eu ma carte du CNC, j'étais inscrite. Et ça, c'est quand même beaucoup. Ouais. Par la suite, la peinture va prendre une grande place. Oui, après j'ai commencé à peindre en voyant. Moi, au Beaux-Arts, j'étais en architecture. Donc, j'avais prévu plutôt l'architecture. Mais j'ai eu un coup de foudre pour Tamara Lempicka. Je me rappelle, j'étais en voiture, je me suis arrêtée en plein milieu d'une rue. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'était une toile immense de Lempicka. Et là, j'ai commencé, comme évidemment, je savais très bien dessiner, puisque je dessinais aussi des dessins de mode, je faisais des collections, etc. Donc, c'était très facile pour moi de dessiner. Je me suis inspirée de Lempicka et j'ai fait des toiles pendant très, très grandes, pendant une dizaine d'années, qui ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et qui ont très bien fonctionné. Mais malheureusement, comme c'est pas moi qui ai inventé ce style, même si je m'éloignais beaucoup et que je ne copiais pas, j'étais quand même dans un style qui avait déjà été inventé. Et ça, c'est très dur pour un artiste de ne pas avoir inventé quelque chose. Oui, en quelque sorte de vous inspirer de quelque chose qui est déjà existant, absolument. Parce qu'il y a toujours ce comparatif. Et je regrettais toujours de ne pas avoir inventé ça. Eh bien, ce style Tamara Lempicka, en tout cas votre patte, votre peinture va cartonner avec d'abord une première exposition et pas des moindres à la galerie de l'hôtel Lutetia. On est en 89 à Paris. S'ensuivent une dizaine d'expositions permanentes dans des galeries parisiennes très prestigieuses. Ensuite à Deauville, à Cannes, notamment à l'hôtel Martinez pendant le festival. On pourra même les apprécier des années plus tard dans la célèbre discothèque L'Étoile, aujourd'hui qui s'appelle l'Arc, mais que Tony Gomez en tout cas présente pendant un an. Là, c'était encore un autre univers puisqu'on est bien des années plus tard. Donc finalement, vous trouvez votre patte, votre touche à vous, Annick Pérez. Oui, et d'ailleurs Tony avait fait un magazine qui s'appelait, je me rappelle plus, il m'avait fait 2 pages dans son magazine en disant que pour lui, j'étais le peintre absolu. Et pour moi, Tony, c'était quand même incroyable qu'il me dise ça parce il pouvait être difficile dans l'art et surtout que ça avait mal commencé tous les deux. Et finalement, il m'a gardé 1 an et demi et il refusait absolument même les toiles qui ont été vendues sont restées dans son restaurant. Jusqu'à ce qu'il arrête l'expo. Ouais. Est-ce que vos toiles continuent de vivre? Est-ce que vous continuez d'exposer et de peindre? Et où est-ce qu'on peut potentiellement venir vous voir et se procurer ces peintures si c'est le cas? Maintenant, c'est vraiment sur Instagram. Récemment, j'ai vendu 2 toiles dans un cabinet d'avocats. Je ne fais plus de galeries parce que c'est le principe des galeries, c'est quand même c'est un peu compliqué parce que les galeries aujourd'hui ne prennent que des noms qui ont... Et moi, dans aucun domaine, vous le verrez, je ne me suis fait un vrai nom. Donc, j'ai jamais voulu me mesurer aux autres. C'est pas du tout par faiblesse ou par lâcheté, mais j'aime pas ça. Donc mon nom, si vous voulez, c'est pas un nom qui va faire flamber une grande galerie. Et même si
il m'est arrivé même d'avoir été acheté par une galerie, puisque la galerie Scott à Miromesnil, avenue de Miromesnil, a acheté une de mes toiles. C'est quand même du jamais vu qu'une galerie achète et sans exposer, et qui m'avait prédit d'ailleurs un très grand avenir dans ce domaine. Je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu en fait m'exposer avec les autres, en fait, etc. La discrétion. Non, c'est, j'en ai pas beaucoup de ça. Non, c'est pas de la discrétion, c'est que je sais pas, j'aime pas trop les compétitions. Je me dis bon, je suis plus dans la décoration que je suis pas un très très grand peintre, quoi. Pas une compétitrice en tout cas, mais avec du talent. Comme notre invité Charlélie Couture qui était présent dans cette émission cette semaine, j'ai en travaillant cette émission pu observer que vous étiez une adepte du multisme, ce qui est, si on peut le définir comme ça, de la polyvalence des talents pour seule boussole, et on va le voir, parce que vous allez trouver très vite aussi un autre moyen d'expression qui est donc l'écriture. Annick Pérez. Très tôt en fait. Fin 85, j'ai commencé à écrire. Alors, je peux vous dire que c'est plus difficile d'être publié que de gagner au loto. Et mon premier livre est sorti en 98, c'est-à-dire 10 ans plus tard. C'est pas simple. Et une fois qu'on commence, et ce premier livre avait été très très remarqué, c'était celui qui ne fut pas choisi. Et ce qui m'a permis de continuer ma carrière. C'est ça, ce livre-là sort en 98 aux éditions Michel Agege. Il fait partie de la sélection officielle du meilleur premier roman francophone. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup intéressée, romancée, des frères Pierre et Jean-Jacques Goldman, qui relate un univers orgueilleux, imaginaire, sensible et défini comme deux destins inspirés pour le monde. Pourquoi ? Oui, parce que si vous avez lu mon livre aujourd'hui, Comment j'ai échappé au malheur, vous verrez, d'ailleurs, je pense que c'est mon dernier livre, je ne vais plus écrire. Et celui qui ne fut pas choisi, en fait, se rejoignent parce qu'il s'agit encore une fois des frères Goldman. Alors pourquoi les frères Goldman ? Parce que Jean-Jacques m'a aidé à traverser le malheur et que, du coup, je me suis beaucoup intéressée à sa fratrie, à son frère, etc. Et surtout, j'ai vu avant tout le monde qu'il était le frère de Pierre Goldman. Et maintenant, je termine ma carrière, je pense, d'écrivain avec ce livre. Ça va pas plaire du tout à ma fille Sacha, mais c'est mon dernier roman, c'est sûr. Et donc, je termine, comme j'ai commencé, je termine la boucle avec les frères Goldman. Alors, j'ai lu votre livre, évidemment, Comment j'ai échappé au malheur aux éditions Ramsay. En effet, il y a ce pont entre le premier et potentiellement le dernier livre. Mais d'abord, le début, c'est l'histoire d'Anouk qui perd sa sœur, sa boussole, sa meilleure amie, son amour, et qui décide de raconter l'histoire à sa fille, la vraie histoire, pas juste celle de l'escalier avec des diamants et des perles au milieu des nuages. Voilà, elle n'a jamais su en fait ce qui s'était passé parce que j'en parlais jamais. Et tout d'un coup, je l'ai écrit du coup. C'est une histoire autobiographique, Annick, Anouk. Oui. C'est toute mon histoire, tout est vrai. Dans ce livre, vous parlez de votre sœur aînée Monica, que vous perdez. On est en 86, si je crois bien comprendre, 85. Lors de son accouchement. Voilà. Avec son bébé. Elle a 31 ans. 30 ans, oui, elle vient juste d'avoir 31 ans, mais pour moi, elle a vécu que 30 ans. Et vous écrivez, à ce moment-là, je me demande si c'est ma vie qui part ou celle de ma sœur. Ouais, mais en même temps, j'ai eu un... Quand elle était en réanimation, j'ai beaucoup prié, j'ai fait beaucoup de choses comme il faut faire, comme tout le monde fait. Et surtout, j'ai souffert énormément. Mais par contre, quand c'était fini, je me suis mise comme derrière une vitre. Je me suis enfermée dans un monde irréel dans lequel je suis sortie 3 ans plus tard. Mais j'ai vécu dans l'irréalité totale pendant 3 ans, refusant absolument. C'est pas du déni, encore une fois. C'est simplement du refus. J'ai refusé les codes du deuil, de la mort, des larmes, des cris, des gens qui se jettent sur moi, du noir, de mes cousines en noir. J'ai refusé tout en bloc. Et j'ai construit toute seule ce que j'avais à vivre. C'est un livre que vous avez écrit, je dirais, si je peux me permettre, de façon innocente, peut-être presque enfantine,
à un moment donné. Peut-être comme vous pensez à un moment, je ne sais pas, mais ça vous rend très émouvante. Et ce qui m'a frappée, c'est que finalement, votre sœur, si je puis me permettre, perd la vie lors d'un accouchement et vous retrouvez la vie en accouchant. C'est ma fille, bien sûr, c'est ma fille qui m'a donné la vie. C'est pas moi qui lui ai donné la vie. Aujourd'hui, vous avez quelle relation avec votre fille Sacha ? Une relation très fusionnelle. Ma fille est diplômée d'HEC, elle est avocate, elle a aujourd'hui décidé de se lancer dans les magazines, puisqu'elle a lancé un magazine sur le net qui s'appelle The Bright Mag, et où elle commence à avoir vraiment beaucoup de succès. Qui fonctionne très bien. Et donc, elle me pousse énormément. C'est quelqu'un qui a une vision très pragmatique et une vision très, très jolie de la vie, très, très touchante. Et effectivement, on est bien que quand elle était avocate, je la voyais pas du tout, puisqu'elle commençait à 8h du matin, elle terminait à 3h du matin des fois. Dans les cabinets d'affaires, puisqu'elle était fiscaliste, c'est impossible de faire autrement. Et là, depuis 1 an qu'elle a lancé ce magazine, je la vois. Ça me fait plaisir de la voir. Vous parlez de votre fille dans ce livre-là, mais vous racontez surtout ce jour-là, dans les détails, bien des années plus tard, parce que vous n'avez pas pu écrire cette histoire avec votre sœur. Ce jour où son mari, Vincenzo, vous dit que c'est fini. Vous êtes à l'hôpital Saint-Joseph et votre refuge, si je peux dire, c'est fuir en courant avec un Walkman rouge sur les oreilles, sur, j'imagine, une cassette de Jean-Jacques Goldman. J'ai essayé de deviner quel titre il s'agit. Alors, on va voir si j'ai de la chance. Alors, est-ce celui-là ? C'est pas celui-là, en fait. J'ai encore une chance. Toujours pas. Non. Parce que vous ne le dites pas. Si, je le dis. Je le dis, c'est... en fait, moi, j'étais plutôt fan de Johnny, comme au départ. Tout le monde se moquait de moi à cause de ça. Et Goldman, je suis tombée par hasard sur une cassette où il y avait Confidentiel, une chanson où il dit « Tu resteras comme une lumière, un petit feu de toi qui s'éteint pas ». Et il se trouve que Goldman, tout à coup, je me suis mise à le rencontrer partout, sans le chercher, sans le suivre. Et au point où il a eu peur, il s'est un jour cogné la tête contre un mur quand il m'a vue. Et jusqu'à présent, il ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne lui ai jamais dit que j'avais perdu ma sœur. Et il m'a invitée à dîner. Et je ne lui ai rien dit sur ma sœur. J'ai juste parlé de son frère, ce qui ne lui a pas plu du tout, puisqu'il n'avait pas encore annoncé qu'il était le frère de Pierre Goldman. Je lui ai demandé s'il était le frère de Pierre. Ça ne lui a pas plu du tout. Et je suis restée à ce dîner. Et tout d'un coup, je me suis levée. J'ai dit ça suffit, je m'en vais. Et je suis partie. Et après, je l'ai revu à chaque fois et il comprenait pas. Et si aujourd'hui, quelque part, il m'écoute, ce qui n'arrivera sûrement pas, mais s'il m'écoutait, il saurait enfin qui était cette personne qui était très jeune et qu'il croisait partout, y compris en bas de chez moi. J'habitais rue du Cherche-Midi et je descends de chez moi, je le rencontre. Il n'y avait aucune possibilité pour que je le rencontre, si ce n'est une possibilité mystique, une possibilité d'ailleurs, une possibilité, je sais pas, de l'ordre religieux. C'est ça, parce que vous invoquez Dieu à plusieurs reprises dans votre livre et peut-être que ce fameux signe, c'est celui-là. Ah bah oui, je pense que je me suis dit longtemps que ma sœur ne pouvait absolument pas imaginer que j'allais me lancer dans la religion. Il était question aussi un petit peu de me faire voir à pas mal de psychiatres, parce que je refusais de sortir de ce Walkman. Et au bout du compte, c'est Goldman qui m'a aidé à traverser, parce que encore une fois, vous avez dit tout à l'heure, c'est un peu enfantin. Non, c'est pas enfantin, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible, ce qui est arrivé. Jusqu'à présent, je ne peux pas imaginer, puisque maintenant, 30 ans plus tard, vous voyez, j'ai plus du tout le même âge. Et jusqu'à présent, ce que je trouvais normal quand j'étais tellement jeune, maintenant je me dis c'est pas normal. Ouais. Je ne peux pas rencontrer Jean-Jacques Goldman, qui était à l'époque la plus grande star française, en bas de chez moi, au 100 rue du Cherche-Midi. Je ne peux pas le rencontrer au Champ de Mars, je ne peux pas le rencontrer, je ne peux pas me cogner à lui dans les toilettes. Il y a quelque chose qui me dépasse, et seuls les religieux pourraient expliquer ça, mais ils trouveront une explication qui ne va pas me convenir. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez posé la question ?
J'ai jamais demandé, mais par contre, les psychiatres, oui. Et les psychiatres ont dit que c'était... les psychiatres qui m'ont vue à l'époque, parce que j'en ai vu beaucoup. Mais en même temps, j'étais très loin même de ce qu'ils disaient, ça ne m'intéressait pas, rien ne m'intéressait. Et j'étais comme derrière une vitre, encore une fois. Et donc, quand j'ai entendu dire que c'était un phénomène qui était connu, je leur répondais oui. S'accrocher à un chanteur, une vedette, pour échapper au deuil, c'est connu. Mais rencontrer cette personne 20 fois en un an, par hasard, c'est pas connu. Au point qu'il se cogne la tête contre les murs. C'est ça, et que lui-même, alors que vous étiez souvent même dans les endroits où vous l'avez croisé là avant lui. Avant, mais toujours. Donc c'était vraiment le hasard. Et il y a encore mieux. C'est que la première fois que Norbert Bensoussan, qui était à l'époque, qui travaillait pour Sabatier, me l'a présenté, c'était au Resto du Cœur. Je l'avais vu qu'une fois. J'avais une toque en fourrure, il était impossible de me reconnaître. Et il a dit avec Anouk, c'est une longue histoire. Et là-dessus, Norbert me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi il dit ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était impossible qu'il me reconnaisse. Et donc, effectivement, il n'y a absolument aucun mensonge dans ce que je dis, puisque Jean-Jacques Goldman est vivant, donc il peut témoigner de ce que je dis. Il était abasourdi de me rencontrer, toujours. J'étais toujours, quand je vais me laver les mains aux toilettes, je me cogne au sens propre à son épaule, en dos à dos. Donc tout ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est de cette manière alors que vous estimez avoir échappé au malheur? J'ai échappé au malheur parce que je pense que c'était trop énorme pour que je reste... comme je fais souvent cette comparaison avec les bombes. Quand il y a une bombe, il n'y a personne qui reste à côté de la bombe. C'était trop énorme pour que je reste. Donc j'ai couru avec ce Walkman et Goldman, et puis voilà. Mais c'est assez simple. J'ai raconté quelque chose de très simple, en fait. C'est un livre très simple, qui se lit très vite. Un livre sur la mort, la naissance, l'existence, le refus du malheur. Et surtout, vous avez mis une annotation, en tout cas vous me l'avez écrite à moi, sans doute la morale de ce livre qui est « La vie finit toujours par gagner ». Annick Pérez. Oui, je pense, puisque ça commence par la mort et ça finit par la vie. Donc elle finit par gagner. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Annick Pérez, pour votre 8e livre, Comment j'ai échappé au malheur, sorti aux éditions Ramsay. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, toujours plus dans la tourmente. Tsahal révèle avoir arrêté 8 employés de l'organisme depuis octobre à travers toute la bande de Gaza pour leur lien avec le Hamas. Des révélations qui interviennent en pleine enquête contre l'organisme et ses salariés, dont certains auraient participé au massacre du 7 octobre. Alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza au 139e jour de guerre, des manifestants bloquent le point de passage de Kerem Shalom. De violents affrontements ont eu lieu entre ces derniers et les forces de sécurité présentes sur place pour libérer l'accès au territoire palestinien. Un attentat à l'arme à feu a fait un mort et une dizaine de blessés ce matin sur l'autoroute qui relie Jérusalem à l'implantation de Maale et Adoumim en Judée-Samarie. Les 3 terroristes derrière la fusillade ont été neutralisés par les forces de sécurité sur place. Le Hamas salue l'attaque, une réponse naturelle à la guerre en cours à Gaza, selon le groupe terroriste. Toujours sur le terrain, une maison dans le nord d'Israël a été touchée par un missile anti-char à Kfar Yuval. Un autre impact a été signalé à Kiryat
Shmona un peu plus tard. L'artillerie israélienne a riposté en direction de la source des tirs dans le sud du Liban. Par ailleurs, l'armée russe aurait menacé des appareils français en mer Noire. Le ministre des Armées a dénoncé des tentatives de prise de contrôle des patrouilles françaises, notamment il y a un mois dans la zone. Sébastien Lecornu a également affirmé que la sécurité de l'Europe passait par une victoire ukrainienne. Enfin, en France, un médecin spécialiste sur 2 appliquerait des dépassements d'honoraires selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui publie aujourd'hui une étude sur la question. La gynécologie est la spécialité qui pratique le plus de dépassements. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Annick Pérez et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Annick Pérez, pour son livre « Comment j'ai échappé au malheur » sorti aux éditions Ramsay. Et dans cette partie d'émission, Annick, on s'intéresse à toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Et mes acclamations, mon enthousiasme, vive à notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Annick Pérez, enchanté. Bonjour. Alors comme toujours dans cette chronique, on prend le temps d'entrer dans la tête de notre invité du jour pour y découvrir son univers culturel et directement on s'attaque d'abord à vos goûts musicaux et Annick, et il y a une chanson en particulier qui nous frappe, qui nous éblouit, un peu comme un phare dans le soir. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu. Un amour naissant entre deux êtres, ou plutôt un véritable coup de foudre raconté sur des airs bien poétiques. C'est ce qui fait l'ambiance de ce titre baptisé Le Phare. Une chanson donc sortie en mai 2023 dans l'album Tirer la nuit sur les étoiles. Le 12e d'un Etienne Dao, qu'on connaît bien, artiste pop, qui est sur la scène musicale depuis plus de 40 ans maintenant. Il a commencé à l'époque avec l'album Mythomane en 1980. Vous le connaissiez déjà à cette époque, Annick ? Ben oui. Je sais pas. Mais en tout cas, Etienne Dao, je trouve qu'il a. Etienne Dao, je pense que est un des poètes qu'on peut-être on se rendra compte plus tard de l'extraordinaire talent d'Etienne Dao. Il n'y a personne qui parle de l'amour de cette manière-là et des belles choses de cette manière-là. Avec cette douceur. Plein de générations, c'est ce que vous dites. Il vous a marqué, vous, déjà. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette musique. Pas ses débuts, par contre. J'aimais pas trop. Oui, il y a un peu plus rock. Etienne Dao du début, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui me touche beaucoup. Et ben, en tous les cas, il vous touche, et avec cette musique en particulier, Le Phare, que vous aimez donc particulièrement, une musique qui a vu le jour d'une jolie façon, vous allez voir. Flashback, nous sommes en 2019, ce n'est pas si lointain. On se trouve dans un théâtre en Suisse. Etienne Dao est venu rendre visite à son amie metteuse en scène, Sandra Godin. Il se trouve qu'elle a notamment monté un spectacle qui s'appelle Le Cabaret des Réalités. Alors, elle propose à Etienne d'assister à l'une de ses représentations pour lui faire découvrir son travail. Et c'est comme ça qu'il se retrouve assis là, dans ce théâtre, sans savoir encore ce qu'il va y découvrir. Dans la troupe d'artistes, en fait, il y a cette jeune chanteuse. Elle a 17 ans, elle s'appelle Mona Testa, inconnue du grand public, et la voilà qui apparaît sur scène pour interpréter une chanson avec sa guitare dans les mains. Il suffit à Etienne d'entendre à peine quelques premières notes pour être complètement séduit par la voix de cette jeune fille. Mieux que ça, peu de temps après, il va pouvoir réentendre à nouveau sa voix qu'il aime tant, alors que cette fois-ci, elle a spécialement écrit une chanson en anglais pour une représentation d'une autre adaptation, là encore mise en scène par Sandra Godin. Et là, nouveau coup de cœur, la chanson transperce Etienne, il la prend même comme une sorte de cadeau en fait. Après, avec cette découverte, il entreprend l'idée d'écrire
cette chanson en français, de la transposer en français en ajoutant le style bien sûr qu'on lui connaît, mais en gardant pratiquement les mêmes notes choisies par Mona Testa. Dans cette histoire de rencontre, il a notamment l'idée d'ajouter la symbolique de la lumière, donc de l'éblouissement, et c'est comme ça que le phare est bien né. Qu'est-ce qui vous plaît donc dans cette chanson ? Maintenant que vous me dites ça, je sais plus si c'est pas lui qui a écrit cette chanson, donc ça me déçoit un peu. Alors on va dire, je vais parler de Teddy Swims avec Lost Control. Mais non, ça veut dire que Étienne Dao jusqu'à présent a toujours écrit lui-même ses chansons et surtout composé. Donc là, ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est quand même Étienne Dao. Mais il s'est fait quelque part le transmetteur aussi de la voix de Mona Testa. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une jolie chanson en tout cas. Et justement, Annick Pérez, votre intérêt pour la musique d'Étienne Dao se prolonge avec tout l'album aussi. Bah oui, c'est un album qui aborde l'amour sous différents angles, ce qui ne donne pas forcément du personnage d'Étienne Dao, alors qu'on peut lire un peu de lui dans la presse qu'il est un éternel amoureux, avec des passions assez folles, mais un peu pudiques aussi, avec l'expression de ses sentiments, c'est lui-même qui le dit. Dans cet album-là, on trouve des petites touches de mélancolie aussi, et dedans, il y a une musique assez remarquée, assez emblématique, c'est bien sûr celle qui donne son nom à l'album, la première, Tirer la nuit sur les étoiles. Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Flashback, cette fois on remonte dans les années 50 pour retrouver Ava Gardner, vous savez cette star du cinéma américain qui a d'ailleurs été oscarisée bien sûr en 1953, mais on va pas s'attarder sur sa carrière d'actrice. Ce qui nous intéresse là pour le coup c'est sa vie privée et en particulier celle passée avec un autre grand nom américain. Cette fois dans la musique c'est Frank Sinatra. Parce que, en fait, il faut dire qu'avant de divorcer en 1957, les deux, l'icône féminine du grand écran et donc le crooner de Hollywood, ils vont s'aimer pendant 6 ans. 6 ans d'un amour fou, quand même bien complexe, passionné, ça c'est sûr, et sans doute même un peu trop, sans entrer plus dans les détails. Mais si je vous parle de cette relation, eh bien, c'est parce qu'en fait, elle est abordée dans un documentaire sur Ava Gardner qui est sorti en 2016. Ce documentaire, Étienne Dao, qu'on retrouve bien sûr, il l'a regardé, et il y a un passage en particulier qui l'a marqué. C'est ce moment qui raconte le début de la rencontre entre Gardner et Sinatra, lorsque ils se découvrent à peine, ils sont allés se balader dans le désert, ils avaient un petit peu bu ce soir-là et ils ont essayé de tirer sur les étoiles avec un revolver véridique. Drôle d'idée en passant, mais ça plaît beaucoup à Étienne Dao. C'est inspirant. C'est inspirant, c'est vraiment le cas de le dire. Il adore l'idée qu'on puisse, Étienne Dao, il adore l'idée qu'on puisse faire des choses un peu folles comme ça quand on tombe complètement amoureux. Pour faire écho donc à cette romance un peu folle, il va d'ailleurs créer une espèce de synchronisation entre deux batteurs, c'est ce qu'on a pu notamment entendre dans l'extrait qu'on a pu écouter. Derrière la voix de Vanessa Paradis qui l'accompagne aussi dans ce morceau, et c'est ce qui fait donc le premier titre de cet album d'Étienne Dao, Tirer la nuit sur les étoiles. On va continuer cette fois dans vos lectures, Annick Pérez, avec le dernier livre de Gilles William Goldnadel. C'est l'Occident qu'on assassine. C'est le titre qu'a choisi Gilles William Goldnadel pour ce journal de guerre publié chez Fayard en janvier 2024. Un journal qui débute le 7 octobre au moment du pogrom orchestré par le Hamas en Israël. Un journal dans lequel l'avocat et essayiste franco-israélien se livre sur son indignation et ses sentiments. Depuis son réveil le 7 octobre, il écrit chaque jour pendant 2 mois pour dresser le constat de la situation, et jusqu'au 7 décembre. Il le fait, 7 décembre qui est le jour de l'allumage de la première bougie de Hanouka à l'Élysée. Alors on le sait, Goldnadel, évidemment c'est un défenseur d'Israël, de la France également. Ici bien sûr, il prend le temps de livrer sa vision du conflit, des réactions du monde politique et de la société française d'ailleurs dans son ensemble. Il aborde aussi le traitement médiatique du conflit en France. Tout au long de l'ouvrage, on retrouve une phrase assez récurrente. Nous sommes en guerre. C'est comme ça qu'il appuie son point de vue dans un livre qui lui permet aussi de déployer donc une réflexion à la fois sur la situation en Israël et en France, non sans certains états d'âme, il faut le dire, de la colère, du chagrin, de l'inquiétude. Et ça, c'est lui-même qui le dit, Gilles William Goldnadel, qui dresse une sorte de comparatif en fait entre les deux sociétés françaises et israéliennes. Sa thèse, pour la résumer un petit peu grossièrement, c'est que ces deux sociétés, elles ont un ennemi commun et elles font face au même danger. C'est l'Occident qu'on assassine, donc un ouvrage de Gilles William Goldnadel disponible depuis janvier 2024, et c'est un livre qui vous a donc particulièrement marqué, Annick Pérez, cette année. Oui, absolument, je l'ai lu récemment, et il y a en effet, c'est un journal de guerre, mais pas de guerrier, et c'est un journal, même pas de journaliste, c'est un journal d'hommes blessés,
c'est un journal d'une grande solitude et en même temps, quelqu'un qui a beaucoup de courage. Et William Goldnadel a énormément de courage. Moi, je le connais depuis longtemps. Et c'est pas pour ça que je voulais parler de lui aujourd'hui. C'est parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, moi, je l'avais interviewé il y a une vingtaine d'années. Il l'avait déjà prévu. Donc, si vous voulez, il a une vision, il a une intelligence et il a un cœur. Donc, j'ai lu avec, sans perdre de vue ces 3 points. Ce livre s'intitule « C'est l'Occident qu'on assassine », ouvrage donc de Gilles William Goldnadel, disponible depuis le mois de janvier. On va terminer cette découverte de vos goûts culturels avec du cinéma, mais une recommandation cette fois-ci, Annick Pérez. Alors Annick Pérez, on sait qu'il y a une série qui vous a touché dernièrement. Cette série, elle s'appelle « Toute la lumière que nous pouvons voir » et elle est disponible sur Netflix depuis novembre 2023. Elle aborde notamment cette idée de cette symbolique de 2 destins entrecroisés en fait. Mais hélas, on y a déjà fait écho sur l'antenne de Radio J. Alors, je me suis creusé un petit peu la tête pour essayer de trouver quelque chose de similaire sur le fond, autrement dit sur cette question d'innocence malgré la terrible réalité de la guerre et cette tentative de garder foi malgré tout en l'humanité. Donc pour rester dans le tableau sombre et horrifiant de la guerre, j'ai voulu me diriger vers un film qui s'appelle Résistance. Bande-annonce. Ces enfants en ont bavé. Ce sont des orphelins juifs. Leurs parents ont été tués par les nazis. On prévoit d'accueillir entre 50 et 100 orphelins par mois. Il n'y aura pas d'endroit sans danger pour eux tant que le pays sera occupé par les nazis. Il va falloir leur apprendre à survivre. Non, la ruse, c'est que même s'ils vous voient, ce qu'ils ont sous les yeux ne doit pas attirer leur attention. Marcel ? Résistance, c'est un film de Jonathan Jakubowicz qui est sorti en novembre 2020 et qui nous ramène dans la vie de Marcel Mangel, alias Marcel Marceau, qu'on connaît bien, le fameux mime Marceau bien sûr, qui bien au-delà de ses spectacles a joué un rôle plus que majeur et c'est là tout l'objet du film, son engagement au début de la Seconde Guerre mondiale, donc dans la résistance qu'il intègre progressivement, et surtout son engagement pour tenter de sauver des enfants juifs orphelins dont les parents se sont fait malheureusement tuer par les nazis. Incarné à l'écran par l'acteur Jesse Eisenberg, dont sans un certain charisme, Marcel Marceau se prend très vite d'affection pour tous ces enfants isolés, impuissants, innocents et pour certains encore naïfs à l'idée de ce qui se passe autour d'eux. S'il sait comment leur redonner le sourire en usant de ces mimes, de ces sketchs, etc., il doit surtout leur apprendre à se cacher et à fuir. Et le film est comme une espèce de course vers la liberté en fait, alors que le groupe d'enfants n'est jamais à l'abri des contrôles des officiers nazis. Les faire passer jusqu'en Suisse permettrait de les mettre en sécurité, sans en dire plus. Résistance, un film pour souligner cet épisode héroïque donc de la vie de Marcel Marceau et qui apporte beaucoup d'humanité et d'espoir. Merci beaucoup Corentin Le Guinadja. Je voudrais rajouter, si j'ai choisi l'histoire de la lumière, c'est parce que dans ces 2 personnages, aussi bien le soldat allemand que la jeune aveugle, et il y a un point commun avec Guerre et paix de Tolstoï. Si vous voulez, il y a Pierre, par exemple, le personnage principal de Guerre et paix. On ne peut pas imaginer qu'il puisse survivre à tout ce qu'il a traversé. C'est exactement ce qui arrive, c'est pour ça que ça m'a plu, c'est pour ça que je voulais parler de cette série. Ce couple, un soldat allemand, une juive allemande, et pas une juive d'ailleurs, une jeune aveugle, traverse tout, absolument tout. Et à part Tolstoï, personne n'a jamais su écrire quelque chose comme ça aussi, là encore, quelque chose de mystique et de profond. Est-ce que justement, vous n'avez pas eu envie vous-même, Annick Pérez, d'écrire quelque chose qui ressemble à cela ? Je crois que dans tout ce que j'écris, il y a toujours quelque chose qui ressemble à cela. C'est quelque chose qui nous échappe. Donc il n'y a pas que. Oui, mais c'est vrai que, par exemple, là, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Artifice, que j'espère monter bientôt, et où il y a quelque chose d'assez proche de tout ça. Alors, vous parlez de pièces, c'est une de mes transitions, une première pièce qui s'appelle Alinéa Rose, que j'aurais adoré voir au cinéma, puisqu'on en parlait il y a un instant. Est-ce que ça, c'est une de vos volontés, éventuellement, de monter une de vos pièces ou même un de vos livres au cinéma ? Alors, il y a 2 choses. C'est que cette pièce, qui s'appelle Alinéa 17, a des fortes chances, mais faut toujours toucher du bois. Et puis là, vu les circonstances mondiales, on ne sait pas. Il y a de fortes chances pour que ça soit ça devienne une série.
Ah, mais écoutez, vous me faites bien plaisir. Il y a une autre pièce que vous avez écrite également qui s'appelle L'Héritage, qui est sortie en 2018 et que vous avez transformée avec Kelly Chouraki en L'Héritage d'Anna, qui est partie en tournée également en Israël. Merci beaucoup, Corentin Le Guy-Nadjar. On revient dans un instant avec l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite, on va passer à une suite de l'émission qui s'intitule L'introspection, avec une citation d'abord d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » J'aimerais, si vous le voulez bien, Annick Pérez, qu'on se concentre ensemble maintenant avec 10 questions pour davantage vous connaître. La première est celle-ci. Annick Pérez, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi? Tout. Pas presque tout, mais j'ai pas envie de la reprendre. J'ai pas envie de tout recommencer, en fait. Je suis pas du tout déprimée, hein. Vous inquiétez pas. Mais je vivrais vraiment autrement, à part des grands événements dont j'ai déjà parlé. Ouais, je n'ai pas trouvé ça très marrant. Une deuxième question. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie? Être très équilibré, ne jamais être coupable de rien, être fort et refuser la sensibilité. Une troisième question. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie? Oui, la petite adolescence, entre 13 et autour de 13 ans jusqu'à 18 ans. C'était sympa. Pourquoi? Parce que c'était le commencement. Tout ce qui commence, c'est bien. Puis en plus, ma sœur était sortie d'affaires, donc j'avais plus à la suivre, à surveiller tout le temps comment elle allait. Et puis il y a eu du soleil, il y a eu des belles choses. Les garçons, j'étais obsédée par les garçons, par l'amour, les garçons, les mensonges, la vérité, tout ça. Y a-t-il eu une grande erreur, mais que vous avez résolue? Moi, j'ai fait tellement d'erreurs. Je crois que je pourrais être dans le Guinness des records des erreurs, parce que j'ai raté tellement d'occasions dans ma vie que je pense que c'est des erreurs, c'est même des fautes. J'ai raté une centaine d'occasions dans ma vie, donc c'est les erreurs majeures que j'ai faites. Sinon, j'ai pas fait mal aux gens, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas? J'aimerais prendre l'avion en faisant comme tout le monde, en regardant un film sans m'intéresser aux turbulences. Une chose que vous avez réalisée cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? Déjà d'avoir écrit ce livre que j'ai porté, j'ai l'impression d'avoir été enceinte de ce livre pendant 30 ans. Et surtout l'accueil qu'il a eu avec les gens. Et j'ai remarqué qu'il plaisait plus aux artistes qu'aux gens. Parce qu'il y a une corde auquel peut-être peuvent avoir accès seulement les gens qui ont peut-être une blessure. Et puis, non, voilà. Et puis j'ai vu une grande pièce, une très grande pièce, il y a une quinzaine de jours. Une pièce qui s'appelle L'audience est ouverte. On aura Richard Berry en invité bientôt dans cette émission. Bon, je peux donc je n'ai pas voulu spolier, mais je serais ravie d'avoir votre avis. Alors mon avis, si vous voulez, je l'ai vu et moi j'aime pas particulièrement le théâtre. C'est curieux. Je suis auteur de théâtre. Vous écrivez, oui. J'écris des pièces de théâtre, j'en ai même mis en scène 2, mais j'aime pas le théâtre. Je m'ennuie. Et Richard Berry ne pourra pas dire ce que moi j'ai vu. Parce que c'est toujours humiliant de parler de soi et c'est toujours humiliant de dire des belles choses sur soi. J'étais stupéfaite. J'ai déjà vu Richard Berry sur scène dans des pièces qui étaient un peu drôles. J'ai pas été bluffée. Et là, c'est vraiment un des plus grands acteurs français. Et ce qu'il fait là, sur scène, je pense qu'il y a très très peu d'acteurs qui peuvent le faire aujourd'hui. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le metteur en scène qui
qui a fait des tableaux derrière sur, par exemple, le procès de Klaus Barbie, sur Dreyfus, sur tout ça. Mais il n'y a pas que les histoires de ça. Il y a dans cette pièce un souffle, une fougue, et j'irais même dire quelque chose de romantique grâce à Richard Berry. C'est un très beau teasing que vous nous avez fait pour le recevoir. Si je ne me trompe pas, ce sera le 11 mars prochain, donc le rendez-vous est pris. Pour continuer sur cette introspection avec vous, Annick Pérez, si je vous parle d'amour, comment cela résonne en vous ? Je crois que sans amour, il n'y a même pas de raison d'être en vie. Je pense qu'on ne peut pas être en vie si on est... Moi, je suis quelqu'un qui peut être amoureuse, non pas de personne, mais d'abord, je suis fascinée par les gens. Je m'intéresse énormément aux gens. Je les regarde. Je suis une fan des gens. Je suis une fan. En fait, je pense que je suis une fan. Je suis fascinée par le talent, je suis fascinée par les... Quand je parlais d'Étienne Dao, par exemple, il y a des phrases d'Étienne Dao, je me dis, c'est même pas possible d'avoir écrit ça par certains peintres, par des dessinateurs, par le monde. Et je suis, par contre, dégoûtée par la condition humaine et dégoûtée par certaines personnes qui détruisent le monde aujourd'hui et qui ont fait de ce monde Déjà, on avait déjà notre compte sur pas mal de domaines, mais là, je pense que c'est vraiment le top, là, ce qui se passe en ce moment. Annick Pérez, si vous pouviez changer une chose sur votre personnalité ou bien sur votre corps, vous changeriez quoi ? Sur ma personnalité, j'aimerais être... En fait, je suis quelqu'un qui... J'ai pas peur du tout des gens. Mais du tout. À un point, c'est presque anormal, quoi. Personne ne me fait peur. Ce qui rend d'ailleurs un peu problématique mes relations avec les gens. Puisque la condition, comme je vous l'ai dit plus haut, humaine est tellement misérable que je me mets à la place... Je suis au même niveau que tout le monde. Je trouve que la condition humaine, on sait qu'on va perdre nos parents, on sait qu'on va mourir, on sait qu'on va vieillir, on sait... tout ça, c'est horrible de nous avoir donné tout ce plan de vie sur Terre. C'est quand même compliqué. Donc, cela fait que j'ai absolument peur de personne. Mais j'ai vraiment peur de beaucoup de choses. Et ça, je voudrais vraiment l'enlever. Si je pourrais me réveiller un matin en n'ayant plus peur de la vie, je pense que ça aurait valu le coup de vivre. C'est une très jolie phrase. Si vous étiez président de la République, ou peut-être Dieu. À Dieu. J'aimerais lui parler à Dieu. Je lui parle quelquefois. Je lui parle depuis enfant. J'ai grandi à l'école des sœurs, même si je suis juive. Et je lui ai toujours parlé. Je le vouvoie. Je prie en croisant les mains. Et j'arrive pas à le tutoyer, mais j'aimerais vraiment le voir et lui dire ce que je pense. Vous que rien ne diriez va. quoi ? C'est une catastrophe. Je suis absolument pas, à part, je sais pas, il y a quelques personnes choisies sur cette terre qui ont eu le choix de Dieu, mais la majorité des gens doivent faire face à des choses qui sont trop difficiles pour elle et pour tout le monde. Une dernière question. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Rien. Une petite chose. Non, vraiment rien. Je cherche pas à rentrer dans l'histoire ou être... non, je voudrais que... Non, j'ai pas envie qu'on retienne quelque chose de moi. Et ça veut pas dire du tout que je pense que je suis rien du tout. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai pas envie qu'on se souvienne de moi. Merci pour ces réponses, Annick Pérez. Tout de suite, on va se faire plaisir en musique dans un instant. Mais je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Allez, vous restez avec nous, une pause musicale avec ce fameux Lose Control de Teddy Swims que j'aime particulièrement, comme vous, Annick Pérez. Je rappelle qu'il sera en concert le dimanche 28 avril, initialement à l'Alhambra, mais ça a changé. Ce sera à l'Élysée-Montmartre à 20h, l'occasion d'y aller et peut-être de voir s'il existe encore des places disponibles. Dans un instant également, notre coup de cœur, notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait. Mais tout de suite, on se le fait plaisir avec Teddy Swims. Et puis c'est le journal de l'info sur Radio J. It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know
I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 139e jour de guerre contre le Hamas et des dizaines de terroristes ont été éliminés ces dernières 24 heures dans toute la bande de Gaza. Tsahal a notamment frappé une dizaine de cibles terroristes dans le quartier de Zaytoun à Gaza City. Une vingtaine de terroristes ont été éliminés dans le secteur. Toujours sur le terrain, 2 missiles ont été interceptés dans la zone du mont Dov, dans le nord d'Israël, aux alentours de 17h, heure israélienne. Plutôt, c'est une maison qui a été touchée à Kfar Yuval, un moshav situé le long de la frontière libanaise. Un autre impact a été signalé à Kiryat Shmona. L'artillerie israélienne a riposté en direction de la source des tirs, notamment en direction de Maroun al-Ras. Un mort et 8 blessés, dont 2 grièvement touchés. C'est le dernier bilan de l'attentat à l'arme à feu commis près de Jérusalem ce matin. Et on fait le point justement sur cette fusillade qui s'est déroulée sur l'autoroute en direction de Ma'ale Adoumim avec vous, Pascal Sunshine. La victime de l'attentat de ce matin, tout d'abord, a été identifiée. Il s'agit de Matan El Maliar, 26 ans, habitant de Ma'ale Adoumim. La majorité des blessés sont aussi des habitants de Ma'ale Adoumim qui se rendaient à leur travail ce matin à Jérusalem. Parmi eux, une jeune femme enceinte grièvement blessée. L'attentat s'est donc produit ce matin aux environs de 7h30 sur la route numéro 1 qui relie la mer Morte à l'entrée nord de Jérusalem. 3 Palestiniens originaires de la région de Bethléem arrivent à bord de 2 voitures à quelques kilomètres de Ma'ale Adoumim. Ils descendent de leur véhicule. Le premier reste en arrière. Les 2 autres avancent d'une centaine de mètres. Les 3 sont armés d'un fusil d'assaut M16 et de 2 pistolets mitrailleurs. Ils ouvrent le feu en même temps, profitant de l'embouteillage à cette heure de pointe et passent entre les voitures à l'arrêt dont ils mitraillent les occupants. Un policier en route pour son service et un réserviste de retour de Gaza réagissent très vite. Ils sont tous les 2 armés et parviennent à neutraliser les 3 terroristes avant qu'ils n'aient eu le temps d'utiliser les grenades qu'ils avaient aussi sur eux. Bilan de l'attaque, 1 mort et 13 blessés, dont une femme dans un état grave. Le réserviste qui a neutralisé un des terroristes a lui-même été blessé. Selon les premiers éléments de l'enquête, la fusillade terroriste avait été préparée de longue date, mais elle était passée sous le radar des services de renseignement. Les services de sécurité intérieure qui ont réussi à enrayer plus de 150 attentats depuis le début de l'année estiment que les tentatives devraient se multiplier à l'approche du Ramadan et s'attendent à un regain d'activité terroriste sur le front de Judée-Samarie. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Une enquête interne a été ouverte par l'armée israélienne sur de possibles exactions à Gaza. Enquête ouverte après la publication d'une série de vidéos chocs sur les réseaux sociaux. On y voit des soldats israéliens en train de se livrer à ce qui ressemble à des pillages ou insulter des Palestiniens. La procureure générale de Tsahal demande à tous les commandants de vérifier les cas, je cite, contraires à la moralité de l'armée. Dans l'actualité internationale, l'armée russe aurait menacé des appareils français en mer Noire. Affirmation du ministre français des armées alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'enlise et que le conflit armé va entrer dans sa 3e année ce samedi. On écoute Sébastien Lecornu. Le comportement de la Russie en 2024 n'est plus du tout celui qu'on a pu connaître. Ça s'explique, comme je le disais, par le fait que la Russie est en difficulté sur le champ de bataille en Ukraine. Et de fait, oui, vous avez désormais des interactions qui sont autrement plus agressives, par exemple avec nos forces armées. Typiquement, il y a un mois, pour vous donner un exemple très concret, un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français en mer Noire alors que nous étions dans une zone internationalement
libre dans lequel nous patrouillons. Donc il faut bien comprendre que de nouveau nous avons le retour d'un positionnement russe particulièrement agressif. Et à cela se rajoute le cyber, l'informationnel, le chantage énergétique, et donc on voit bien que la Russie joue avec les seuils en quelque sorte en matière d'agressivité. Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées au micro de RTL ce matin, le ministre qui a également affirmé que la sécurité de l'Europe passait par une victoire ukrainienne. En France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a signé un arrêté ministériel d'expulsion contre un imam tunisien du Gard en raison d'appels à la haine. Dans plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, Marjoubi qualifie les drapeaux tricolores de drapeaux sataniques qui nous gangrènent et qui n'ont aucune valeur d'après Allah, sans préciser s'il s'agit du drapeau français. L'imam a été interpellé. Son avocat annonce déposer un recours. Enfin, attention, 28 départements sont placés en vigilance orange. Vent violent et pluie inondation, dont tous ceux d'Île-de-France. Conséquence, la SNCF a suspendu la circulation de certaines lignes de TER en Bretagne et surtout dans les Hauts-de-France. La reprise de la circulation sur ces lignes sera effective demain dans le courant de la matinée, a précisé la compagnie ferroviaire. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, on revient également dans un instant avec mes invités sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Annick Pérez, pour son roman Comment j'ai échappé au malheur, sorti aux éditions Ramsay. Et tout de suite, on va découvrir un coup de cœur ensemble, Annick, sur Radio J et en direct. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Aube. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes un duo musical, donc composé de vous, Jeanne Barbieri, vous êtes la chanteuse du groupe, et vous, musicien, producteur, Ena Eno. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Vous venez de sortir, enfin vous allez sortir demain. Voilà, demain, on est tout pile la veille, donc c'est une exclusivité Radio J. Votre premier album qui s'appelle Révolution silencieuse. Deux mots qui sont peut-être diamétralement opposés. Vous allez me le dire, de quoi parle cet album ? Je dirais que Révolution silencieuse, ça fait référence à une révolution intime. C'est-à-dire qu'on est dans un changement quand même sociétal, culturel assez fort, un temps charnière. Ça n'est pas sans impact, je trouve en tout cas, nous trouvons, sur les individus. Et c'est cette espèce de... Une révolution, c'est d'abord un tour sur soi-même. On imagine souvent la violence ou un déchaînement de choses, mais en soi, c'est quand même déjà explorer ce tour sur soi. Ça me fait beaucoup réagir parce que les auditeurs le savent. Cette phrase, je la dis quasiment tous les jours, du lundi au jeudi. Il y a très souvent une connotation, une similitude, une synergie, une synchronicité, je ne sais pas, entre l'invité principal et le coup de cœur. Et donc cette révolution silencieuse, c'est sans doute un petit peu aussi ce qu'on s'est dit avec vous, Annick Pérez. Vous en pensez quoi ? Je pense en effet, oui, on doit être en révolution personnelle et intime tout en permanence, oui. On va écouter un premier extrait de votre album, si vous le voulez bien. On écoute Clara. Allez. Et on revient. Clara est façonnée à notre image.
Clara est pourvue d'un corps, d'un visage. Clara est fabriquée pour prendre soin. Clara est adaptée à nos besoins. Clara est pétrie de fidélité. Clara est dépouillée de liberté. Clara est programmée pour nous servir. Clara est conçue pour ne jamais fuir. Clara est une amie artificielle, robot solaire. Elle se recharge grâce au ciel. Clara en a déduit que le soleil était puissant, qu'il pouvait relever les vivants. Alors, quand les humains sont à bout de force, quand son programme ne peut plus enrayer le drame, Clara s'adresse à l'étoile de feu et la supplie secrètement. Clara prie, Clara parle au soleil, Clara implore le soleil, Clara prie le soleil, Clara espère. Clara parle au soleil, Clara implore le soleil, Clara prie le soleil, Clara espère. Clara n'est qu'une machine pourtant, Clara me chavire. Clara n'est qu'une machine pourtant, Clara m'attendrit. Clara n'est qu'une machine pourtant, Clara me chavire. Clara n'est qu'une machine pourtant, Clara m'attendrit. Clara n'est pas conçue pour décéder, il est prévu qu'elle soit jetée quand sa présence à domicile ne sera plus jugée utile. Déposée dans une poubelle, elle reste tournée vers le ciel, cherchant les rayons du soleil jusqu'à l'ultime mise en veille. Et nous sommes en train d'écouter le titre Clara du groupe Aube sur l'antenne de Radio J. Vous promettez un groupe qui est aussi une histoire de renouveau, comme une promesse faite au futur. J'ai trouvé ça très joliment dit. Sur cette chanson que nous sommes en train d'écouter, il y a des sonorités très particulières, nouvelles. Comment vous avez travaillé cet album, Enaeno ? Alors de deux façons différentes. On a eu une façon de travailler un petit peu particulière, notamment sur les tout premiers morceaux. Jeanne m'a envoyé une voix enregistrée mais chantée déjà, et sans savoir nécessairement où elle allait harmoniquement, musicalement. Donc il s'est agi de rebondir là-dessus, et sans lui demander de précision. C'est-à-dire que j'ai pas eu envie qu'on le décortique, qu'on rentre vraiment dans la technicité de la musique, mais plutôt dans un ressenti. Je lui ai envoyé quelque chose à laquelle elle s'attendait pas, et je crois que la surprise a été bonne. Absolument. Et du coup, on a procédé dans l'autre sens la fois d'après. C'est-à-dire que la fois d'après, c'est moi qui ai envoyé une musique entière sans vraiment aucune indication sur la structuration, sur comment on allait se placer. Et à l'inverse, le texte, la musique est revenue dans l'autre sens. Donc vous travaillez à distance. En tout cas, vous n'êtes pas en couple dans la vie, d'après ce que je comprends bien. Nous ne sommes pas en couple. Vous pourriez. Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment ce duo s'est formé ? Alors on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, même peut-être un peu plus, sur d'autres projets. Et c'est pendant le confinement qu'un ami à nous, Stéphane Clore, qui a un collectif qui s'appelle le Dreyek Interférence, a mis en place une compilation avec des thématiques. Et pour s'amuser, on a décidé de faire une chanson à distance ensemble. Et donc c'est la première chanson dont parle Arnaud. C'est L'Obstiné. Et en fait, ça nous a plu. Et donc après, on a continué. Mais cette fois-ci, on s'est vus pour le faire. Et donc, ce groupe existe depuis le 2020, on peut considérer, ou il s'est créé un peu plus tard ? Après, on n'avait pas tout de suite notre nom, etc. C'est-à-dire que ça a mis un peu de temps pour se dire, en fait, on aime bien, on veut continuer. Donc de base, vous êtes deux artistes indépendants ? Oui.
On peut dire ça. On s'est rencontrés sur plein de projets, mais à chaque fois en nom propre. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous composez, j'imagine, parce que vous êtes musicien, compositeur, pour d'autres artistes éventuellement, Ella Eno? Alors oui, j'ai beaucoup travaillé avec un rappeur qui s'appelle Douskawa, avec qui on a fait des belles tournées, des belles choses et des beaux albums. Voilà, on s'est un petit peu éloigné, mais par la force des choses, puis par des envies différentes. Et puis moi, je fais beaucoup de musique pour des spectacles monumentaux. En l'occurrence des mappings, pour les gens qui connaissent, des grandes productions monumentales. Est-ce que vous travaillez peut-être avec Canitro, Michael Canitro, parce que c'est un peu cet univers-là? Tout à fait, c'est-à-dire que Monumental Tour fait partie d'une des marques à laquelle on est associé avec notre société qui s'appelle Ave Extended et avec laquelle on fait ça. Le monde est très petit dans la musique. Et vous, Jeanne, racontez-nous un peu votre parcours. Moi, je suis entre la chanson et la musique expérimentale, on va dire ça comme ça. Donc j'ai chanté dans des projets qui sont dans ces deux mondes-là. Il y a un projet dans lequel j'écris aussi beaucoup avec ma comparse Marie Schoenbox et Jeanne-Marie. Donc ça, c'est un album qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Voilà. Et sinon, j'œuvre beaucoup au théâtre aussi. J'en étais sûre. Vous êtes comédienne un peu. Oui. Ouais, il y a de ça. On va écouter La Toile sur Radio J. Elle fuse sans arrêt et sans odeur, s'élance monotone et sans nuance. Leur bouche, grande bouche, crie en chœur des mots qui torpillent le vide, des mots qui scintillent et s'évident sur la toile trop lourde, invisible et criarde, qui ricane en silence dans les cœurs en carence. Elle fuse sans arrêt et sans odeur, s'élance monotone et sans nuance. Leur bouche, grande bouche, crie en chœur. Ce que je vous disais il y a une petite seconde, c'est que c'est très organique ce que vous créez. Et vous m'avez dit, Ella Eno, on se surprend nous-mêmes. Tout à fait, ouais. Je crois qu'on s'est rencontrés, comme on vous l'a dit précédemment, dans d'autres projets. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas ce qu'on allait produire tous les deux. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y a pris beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que quand on se fait surprendre à chaque morceau, in fine, on a envie d'y aller, quoi. Cet album-là, où est-ce qu'on peut l'écouter, se faire plaisir peut-être de venir vous voir sur scène? Est-ce qu'il y a déjà eu des scènes pour ceux qui vous écoutent, se disent « Ah, je les connais, mais je sais plus d'où ». Alors, on a eu une scène pour le moment qui est la cathédrale de Strasbourg, son parvis, devant laquelle on a joué. On a joué Madame, qui est un titre en 2 parties sur l'album. Voilà. Donc c'est vrai que la première scène c'était 15 000 personnes en 3 fois, c'est un peu particulier quand même pour une entrée en matière. Chanson, mais voilà. Ouais. Vous devriez contacter, alors je donne les tips, Candlelight, qui font des événements assez magnifiques à la fausse bougie dans les cathédrales justement, les églises, etc. Et avec des artistes divers et variés, je pense que cet univers-là serait assez joli à découvrir à la bougie, puisque je vous disais, je trouve ça en même temps assez organique. Je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'il y a une prochaine scène éventuellement à découvrir, ou du moins, est-ce qu'on vient vous voir sur les réseaux sociaux en attendant de voir cette scène? Voilà, c'est ça. Je crois qu'on va nous suivre pour le moment. On a des choses qui sont sur le feu, mais c'est que des options. On peut pas dire encore. Dès demain, en tout cas sur les plateformes de streaming. Absolument. Parfait. Donc Deezer, Spotify et toutes les plateformes. J'imagine sur YouTube avec quelques titres annoncés, peut-être un clip prochainement. Je ne sais pas. Oui, on va en sortir un autre. Ouais, tout à fait. Un premier qui est sorti il y a un petit mois, qui était le premier single Clara, réalisé par Grégory Wagenheim, qui est aussi la personne qui réalise tous les clips de Chapelier Fou. Un artiste que j'aime beaucoup. Et on va écouter la lettre pour se dire au revoir tout de suite sur Radio J. Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent vous rejoindre sur les réseaux sociaux, je recommande chaudement votre Instagram qui s'intitule Aube AUBE-officiel. Et pour Facebook, c'est Aube Musique, si je ne m'abuse. À chercher en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Radio J. Et puis un petit mot de la fin qui vous revient. Ce que vous voulez. Un mot de la fin qui nous revient
Ça, c'est dur comme exercice. C'est très difficile. Venez nous parole à suivre l'autrice. sur les réseaux. Je Venez sais pas découvrir pourquoi, notre moi j'ai univers liberté artistique. qui m'est arrivée, mais je sais pas pourquoi. Liberté, je ne sais Voilà, pas pourquoi. c'est mais- la liberté, Ouais. peut-être le Moi, je dirais renouveau de votre univers. Merci beaucoup, Aube, d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de Radio G. Jeanne Barbieri et puis Ena Eno. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Merci. Je n'ai pas compris la sirène d'alarme qui affola mon ventre et mon cœur arrêté. Je n'ai pas compris la main tremblante qui froissa la feuille humide et soudain la jeta. Je n'ai pas compris la tête triste qui, étourdie et livide, d'un seul coup l'ignora. Je n'ai pas compris la rivière de larmes qui sortit de son lit dans mon cœur débordé. Je n'ai pas compris la sirène d'alarme qui amplifia son cri dans ma tête vidée. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Annick Pérez, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc, je vois que vous discutez avec Judith Cohen-Solal qui vous dit « Mais je vous connais ». Eh bien, en tout cas, dans cette émission, on a appris à vous connaître et on va dresser ce joli portrait avec vous, Judith. Bonjour, Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Annick. Oui, c'est vrai, j'avais l'impression de vous avoir croisé quelque part, mais peut-être que c'est juste une impression. Et puis, on vous a vu ici et là, donc ça peut arriver aussi. Comment échapper au malheur ? J'ai l'impression que bon, c'est vraiment l'histoire de votre vie. On pourrait définir toute votre vie comme ça. Il y aurait un malheur. On imagine facilement un malheur qui court derrière vous et vous qui cherchez à fuir, à contourner, à vous cacher à un moment donné, à courir plus vite. Et puis finalement à vous confronter peut-être à certains moments. Bon, et tout ça, c'est, je trouve que c'est vraiment, ça correspond aussi aux 3 mots que vous avez dit, inquiète, joyeuse et maladroite. Bien que inquiète et maladroite et joyeuse, ça a l'air un petit peu contradictoire. D'ailleurs, c'est la sensation qu'on a tout au fil de cette émission, je trouve. C'est que d'une certaine manière, on vous sent, ça c'est sûr, inquiète. Vous dites à plusieurs reprises que vous avez peur de beaucoup de choses. Pas des gens, mais de beaucoup de choses, que vous aimeriez bien ne plus avoir peur de la vie. Et à ce moment-là, ça irait mieux. Et en même temps, oui, il y a plein de joie dans ce que vous dites, dans les phrases que vous dites. Vous les dites de manière, tout ce que vous dites, vous le dites de manière très, très légère. Même des choses qui sont très profondes et voire très lourdes. Vous parlez de malheur, vous parlez de mort, de votre sœur, de tout ça. C'est à la fois d'abord très touchant. Et je me permets, c'est peut-être pour ça que j'ai employé le mot enfantine à un moment donné, parce que ça se ressent même dans l'écriture. Alors, c'est cette voix qui vient de loin. Peut-être que dans le sens enfantin, vous voulez dire quelque chose de sincère. D'abord, on a l'impression, alors là, c'est sûr, vous avez dit que vous avez beaucoup menti. Alors, je sais pas si vous continuez à mentir, mais c'est pas l'impression qu'on a, parce qu'on a l'impression. C'est-à-dire que la sincérité, en fait, il faut pas que ça se voit. Ce genre de choses, il faut vraiment éviter que ça se voit. Donc, je suis déçue si ça se voit, mais oui, j'ai écrit des choses vraies. Tout est vrai. Et pour ce qui est de l'enfantin, ce que je disais, c'est que les artistes deviennent vieux. Mais il reste toujours des enfants. Il faut garder une âme enfantine, voilà, bien sûr, sinon il n'y a pas la création, l'inventivité, c'est relié bien sûr à l'enfance. On ne peut pas devenir adulte quand on est tout à fait. Enfin, peut-être qu'on peut devenir adulte, mais il est très important de garder cette âme enfantine qui fait qu'on continue à être créatif, inventif et à ne pas vieillir quelque part, parce que sinon, ça y est, ça veut dire que c'est fini. Et je disais ça parce que, oui, on a l'impression que si vous ressentez quelque chose, ça se voit. Si vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites. Et c'est là que je dis, finalement, c'est très différent de ce moment-là où vous disiez que vous mentiez tout le temps. J'ai trouvé d'ailleurs, même ça, vous le dites avec beaucoup de sincérité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent comme ça, mais moi, je mentais tout le temps. Et on comprend que vous aviez envie d'inventer autre chose. C'était tellement important. Avec ce qui vous arrivait, avec cette sensation que vous aviez d'être jamais vraiment heureuse, d'être toujours confrontée à des difficultés
monter à des choses très lourdes. Et donc, face à cette fragilité qu'on sent, c'est vous, il y a cette force d'avancer, continuer à avancer, dire les choses là où elles sont, et donc de pouvoir créer. Parce que sinon, si vous étiez, d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, non mais je suis pas déprimée, hein. Donc, Non, pas du je tout. comprends Non, bien j'ai qu'à la fois je suis vous plus avez joyeuse pu, que les autres. Voilà, finalement, face à des phases ou des moments qui auraient pu être très dépressifs, ou peut-être qu'ils l'ont été, vous avez trouvé de la force, justement, et la joie et la force de vie qui vous permettait de dépasser tout ça et de continuer. Alors, voilà, moi j'ai marqué fragile, mystique, brillante. Voilà, c'est comme ça que je vous ai vu, puisque j'ai joué aux 3 mots, mais de mon côté. Et puis j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc je comprends qu'au moment où vous perdez une sœur, vous retrouvez... Ma sœur, oui, vous perdez votre sœur. J'ai bien compris. Au fond, c'est comme s'il y avait 2 histoires, cela dit, puisqu'il y a cette sœur qui est malade, qu'il faut sauver, dont il faut beaucoup s'occuper, que vous soutenez, que vous accompagnez. Et puis elle va mieux, c'est formidable. Et puis elle meurt. Donc c'est 2 temps, où c'est deux fois où il fallait Mais tout elle le n'est pas temps. morte de ce J'ai compris. Oui, j'ai bien compris. Donc c'est ce parcours-là où elle était sauvée et tout le monde est tellement heureux. Et vous, la première qu'elle soit sauvée. Et le drame, la tragédie, c'est que le destin, à nouveau, l'attaque. Et cette fois-ci, elle meurt. Donc je trouvais ça assez incroyable qu'à ce moment-là, c'est Goldman qui vous sauve, vous le dites, avec ce côté assez mystique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre mot. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on va rencontrer par hasard quelqu'un? Là, c'est fou. On pourrait imaginer que vous l'avez cherché, mais là, c'est en bas de chez vous. Ne le cherchez pas en bas de chez vous. Ne cherchez pas dans vos toilettes. Et ce qui m'a interpellée, c'est que finalement, au moment où vous perdez votre sœur, ce que vous allez faire, ou ce que vous avez envie de faire, c'est d'amener son frère à Jean-Jacques Goldman et qui n'en veut pas. Voilà. Au moment où vous auriez tellement envie, vous, de ne pas avoir perdu cette sœur, je suppose que vous aviez l'impression d'aller lui faire un cadeau. Voilà. Tiens, votre frère. Et là, il vous dit ah mais va des rétro Satanas. Et je comprends que vous soyez levé de ce repas et que vous soyez parti, parce que c'est extrêmement. Là, il y a 2 mondes complètement qui s'opposent. Et lui qui vous a sauvé. J'ai eu cette sensation que vous vouliez aller lui rendre quelque chose, mais il n'en veut pas. Donc c'est une histoire déjà qui est assez forte et incroyable. Donc j'aime bien, moi j'ai bien aimé cette traversée avec vous du temps, parce qu'elle est tout à fait inhabituelle. Voilà. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a agité des strass et des paillettes. À la fois, vous avez les yeux qui pétillent, à la fois, vous dites des choses très dures. Donc, je trouve que tout ce contraste fait de vous d'abord quelqu'un de très intéressant, et puis de très particulier, et qui est très intéressant de rencontrer. Et je vois bien que ce héros qui traverse tout, dont vous parlez chez Tolstoï, et que vous retrouvez dans ce que vous aviez, dans les Lumières là, que vous aviez choisi, c'est un peu vous, hein, cette héroïne-là qui traverse tout et qui est là. Je vois bien, mais c'est sympa. Et je finirai quand même, parce que je me rappelle de ce paradoxe là où je suis restée un peu sidérée moi-même quand vous avez dit je n'aime pas le théâtre, je m'ennuie. C'est pour ça que je me suis dit, elle est gonflée quand même. Donc elle écrit pour le théâtre, elle met en scène, et à la fois elle peut dire ouais, j'aime pas le théâtre, je m'ennuie. Non mais c'est vrai, j'aime vraiment pas le théâtre. Voilà, je regarde l'heure toutes les 5 minutes, quoi. Voilà, donc je comprends que, comme disait Cyrielle, vous avez quelque chose d'enfantin dans le sens fort, c'est-à-dire oui, pièces puisque Richard Berry vous a marqué. J'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, du coup, là, je me suis dit, faut y aller, hein, il faut vraiment y aller. Et la pièce d'Élie Chouraki qu'il a montée d'après ma pièce, L'héritage d'Anna. Là aussi, quand je l'ai vu, j'étais stupéfaite. Il en a fait les 10 commandements. C'est la mise en scène, c'est quand même très important. Ah donc, oui. Ah, je là, on avec s'ennuie notamment pas. Judith Mergui qu'on embrasse bien fort. Entre autres. Là, c'est sûr que avec des gens, on s'ennuie pas. Et donc, c'est vrai, vous avez donc gardé, et vous avez toujours cette capacité de créativité, d'inventivité. Et donc, on attend la suite avec impatience. Mais on va se retrouver avec Élie, là, Chouraki. Pour quelque chose dont j'ai vaguement parlé, mais on n'a pas le droit de parler des choses en avance. Donc, pour une nouvelle pièce de théâtre. On va voir. Non, pour quelque chose d'autre. Mais un film peut-être. Non, mais j'ose pas, je sais plus moi si ça. Peut-être qu'on peut avoir la confidence. Non, mais j'ai peur, rien n'est signé, donc mais on va se retrouver avec Élie en tout cas. Écoutez, formidable. Avec un grand plaisir. Un bon ami. Voilà. Et oui, que j'embrasse bien fort. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal pour ce joli portrait. C'est notre psychanalyste du jeudi sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
C'est la fin de cette émission avec vous, Annick Pérez. Vous êtes venue nous voir pour votre nouveau roman, Comment j'ai échappé au malheur, sorti aux éditions Ramsay. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Parce que je vous ai écrit tout. La vie finit toujours pas gagnée. C'est une très jolie fin. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Annick Pérez. On va continuer à parler longuement en off en sortant de cette émission. Merci au groupe Aube d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio G pour cet album qui sort demain, Révolution silencieuse. Vous voyez, je le retiens très bien de tête. J'aime beaucoup l'idée. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo, Alan Lucas, aujourd'hui sur l'antenne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité Valérie Benaïm pour son dernier livre. Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série. À lundi, belle journée à tous sur Radio J. Je vais pas te dire qu'il faut pas pleurer. Y a vraiment pas de quoi s'en priver. Et tout ce qu'on n'a pas loupé, le valait bien.